Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief des U19 qui nous font vivre une épopée complètement folle en Youth League. Alors en plus que les résultats des professionnels se portent désormais à merveille en ce mois de février et le retour des beaux jours à la Maison Jaune avec Jocelyn Gourvenec qui parvient enfin à mettre des choses en place, et bien la formation rayonne également à travers l'Europe avec une qualification obtenue à Salzbourg pour les quarts de finale de la Youth League. Des jeunes U19 entraînés par Stéphane Moreau qui nous ont livré une prestation aboutie où il fallait venir à bout quand même d'un cadre européen qui est habitué aux compétitions européennes, y compris en sélection jeune, puisque dans leur équipe jeune il y a quand même, globalement il y a les meilleurs espoirs autrichiens qui sont rapidement repérés et rassemblés dans ce club-là. Il faut savoir que ces jeunes-là ils jouent dans leur académie qui s'appelle notamment le FC Liefering, qui joue en deuxième division autrichienne, donc c'est des joueurs qui sont habitués quand même au haut niveau contrairement à la plupart de nos U19. Et ben Nantes est allé chercher Nantes est allé chercher la qualification là-bas en Autriche au terme d'un déplacement assez fou. D'ailleurs il y avait des supporters qui ont osé faire le déplacement pour les jeunes de 15 heures en train pour pouvoir se rendre à Salzbourg en Autriche, voilà, dans la cité de Mozart, pour aller chercher une qualification complètement folle. Donc après la victoire face à Séville, je vous avais dit que Nantes s'offrait peut-être même un sursis et s'offrait surtout du kiff en plus dans cette compétition. Et ben Nantes va jouer les troubles fêtes, puisque Nantes pour les quarts de finale va accueillir Copenhague à la Beaujoire, avec l'ambition d'aller obtenir ce ticket incroyable pour le carré final de la compétition, ce qui est complètement fou. Donc voilà, ce serait quelque chose de dingue. Dans le même temps, on a perdu un autre candidat français dans cette compétition de jeunes, c'est le RC Lens, qui a vécu exactement le même scénario que les professionnels face à Fribourg, à savoir tu mènes 2-0 à l'extérieur, en l'occurrence en Grèce face à l'Olympiakos, tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre de 2. Et puis tu perds, bon en l'occurrence c'était pas en prolongation mais à l'issue des tirs au but. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Alors première mi-temps qui a vu un FC Nantes plutôt entreprenant réussir à se procurer 3 énormes situations, même si on sentait qu'offensivement il y avait aussi du répondant en face avec quelques situations un petit peu chaudes côté autrichien. Mais c'est surtout Nantes qui s'est illustré avec une ouverture du score d'un joueur qui mérite énormément, c'est Malang Gomez, aka N'Golo Kanté, aka je récupère tous les ballons et en plus de ça je marque le but décisif pour mon équipe. Moi je vous l'avais déjà dit au premier match, je le trouve incroyable, Malang Gomez. Je trouve qu'il a une vraie intelligence de jeu, il parvient si facilement à freiner les contre-attaques adverses de par son positionnement, son intelligence défensive, et en plus de ça maintenant il se projette offensivement et il parvient à marquer ce but. Pour moi, sur les 2 matchs que j'ai vus, à savoir Nantes-Séville et Salzbourg-Nantes, pour moi c'est le meilleur joueur de l'équipe sans aucune contestation possible. Donc voilà, très gros match de sa part, il m'a énormément plu, Malang Gomez. Enfin bref, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, une ouverture du score assez méritée sur un très bon décalage de Mafumbi, si je dis pas de bêtises, et la finition en 2 temps de Malang Gomez. Après il y a eu 2 énormes situations pour Mafumbi, une qui va trouver la barre transversale et une autre où il va pas réussir à marquer dans le but vide suite à un centre de Streder Apua. Donc voilà, Nantes aurait pu revenir à la mi-temps avec au moins 2-0 au vu de à quel point les situations nantaises étaient très très chaudes en première mi-temps. Mais bon, malheureusement ça fait que 1-0 à l'issue de la première période. Retour des vestiaires, on a une deuxième mi-temps un petit peu plus timorée, puisque Nantes commence à stresser et voir le chrono tourner en son avantage. On n'aura pas d'énormes situations pendant une bonne partie de la seconde mi-temps, jusqu'à les dernières minutes où la pression autrichienne va se renforcer sur le but d'un Tom Mabon qui a excellé durant la rencontre, avec notamment une action de très grande classe de, je sais plus son nom, mais c'est un attaquant danois de Salzbourg qui avait été acheté 3 millions, un jeune espoir de 18 ans acheté 3 millions en Autriche. Donc voilà, quand même un joueur d'un certain statut qui va réaliser un enchaînement de grande classe, qui va se monter la balle du pied droit pour une reprise de volée pied gauche, ça va venir toucher le poteau. C'est la dernière grosse frayeur autrichienne. Évidemment il y a eu quelques situations un petit peu chaudes avec notamment, là j'ai en tête une reprise de volée qui passe juste à côté des buts sur lequel Tom Mabon était complètement battu. Mais bon, dans l'idée, Nantes n'a pas forcément volé sa victoire au vu de la gravité des situations, même si la majeure partie de la possession reste autrichienne à domicile, et on a senti effectivement une plus grosse assise de la part des joueurs de Salzbourg, mais c'est resté globalement stérile parce qu'ils ont eu énormément de mal à concrétiser ça en occasion. Ils ont fait beaucoup de centres. Enzo Mongo s'est régalé de pouvoir dégager des ballons de la tête, il en a dégagé environ 796, notamment j'en ai reçu un dans mon jardin pour vous dire à quel point ces ballons là ont été nombreux. Donc voilà. Alors
qualification complètement folle, historique, et les quelques tops et flops, vous commencez à être habitué au débrief. Parmi les tops, évidemment, Monsieur Malang Gomez, je l'avais déjà élu homme du match face à Séville il y a désormais 3 semaines si je dis pas de bêtises. Et ben rebelote, je vais le renommer homme du match, je le trouve sensationnel, ce milieu défensif. Il n'est pas forcément très grand, mais niveau 6, j'ai du mal à voir comment tu peux faire un petit peu mieux. D'ailleurs, en parlant de Salzbourg, il me fait penser un petit peu à un joueur de Salzbourg, c'est l'ancien Stéphanois Lucas Gourna-Douat, qui voilà, qui est un très bon joueur, qui est pas très grand non plus, un peu athlétique, mais qui est très intelligent dans son placement et qui sur ses interventions défensives, mais c'est vraiment un diamant brut quoi. C'est extrêmement, il est vraiment précieux pour toute l'équipe. Et ben je retrouve ça en Malang Gomez, c'est-à-dire que tu pourrais même fermer les yeux, écouter uniquement les commentaires, tu entendrais ou attention à la contre-attaque de Salzbourg et Malang Gomez qui va venir freiner, voilà machin, Malang Gomez intervention, ou bien jouer Malang, enfin voilà. Et ben il y a ça tout le match parce qu'il est vraiment voilà, il est vraiment décisif sur chacune de ses interventions défensives. Il y va, il met le pied. Bon, ça lui arrive de faire des fautes, mais c'est quand même très rare, donc il y a quand même une vraie précision aussi derrière ça. Donc voilà, très très bon joueur et je pense qu'on va rapidement entendre parler de lui en équipe professionnelle puisqu'il a signé son contrat pro au début de la semaine. Donc pour lui effectivement pour l'instant c'est une très très bonne semaine. Le lundi signature du contrat pro, le mercredi qualification en étant buteur face à Salzbourg. Le dimanche bah écoute pourquoi pas un triplé face au FC Metz en Ligue 1 hein, c'est pour vivre une semaine plutôt réussie. Non franchement voilà, j'espère vraiment le voir rapidement dans le groupe professionnel. Je dis pas qu'il a le niveau, au milieu de terrain c'est quand même un petit peu embouteillé. Mais je dis ça, je dis rien, à la fin de l'année, Samuel Moutoussamy et Moussa Sissoko seront en fin de contrat et devraient normalement quitter le club. Aurons-nous réellement besoin de recruter 2 milieux défensifs alors qu'on a déjà un talent comme lui dans notre formation? Eh bien j'espère qu'on lui donnera sa chance parce qu'il le mérite en tout cas de ce que je vois personnellement. Deuxième top, pour un joueur qui lui a déjà été pris sous son aile par Jocelyn Gourvenec dans le groupe professionnel, c'est Enzo Mongo. Bah écoutez, défensivement, ça a été voilà, on a eu le droit à une très très bonne ligne défensive, à part à Capandier, je vais en revenir un petit peu plus tard, mais Mongo, Dugar c'était très sérieux, mais Mongo c'est vraiment le capitaine et le leader. Je pense que ça aide hein, de devoir défendre sur des Mostafa Mohamed et des Moses Simon tout au long de la semaine parce qu'après quand tu joues avec les plus jeunes, effectivement tu te sens un petit peu pousser des ailes et ça tes coéquipiers le ressentent que tu dégages une certaine prestance et c'est ce qu'on appelle être un bon capitaine. Quand les autres ressentent une bonne prestance de ta part, c'était exactement le cas d'Enzo Mongo dans la surface, même si il n'a jamais eu de très très grosses interventions défensives chaudes à faire. Il a toujours été là quand il fallait mettre la tête, mettre le pied. Il était très rassurant. Moi, il m'a beaucoup plu. Et c'est dans ce même sens un peu d'aspect rassurant que je vais nommer Tom Mabon comme mon troisième top parce que donc là vous allez me dire ouais tu cites quand même 3 joueurs à vocation défensive. Je vais rajouter entre parenthèses que j'ai beaucoup aimé le match de Demen Tabibou et également Exaucé Mafumbi que je trouve toujours très très bon. Mais Tabibou, contrairement au match à Séville où j'avais trouvé en grosse difficulté, là j'ai plus senti son aisance technique. Donc je vais revenir à Tom Mabon. Voilà, c'est un jeune gardien que je trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il dégage quelque chose même dans le style. Et je pense qu'il emmène tout le monde. Je pense qu'il doit être très apprécié du vestiaire parce que voilà, il me semble plutôt discret, mais par contre il fait vraiment un taf monstrueux. Et puis sur sa ligne, là par contre il est vraiment plus du tout discret, c'est-à-dire qu'il s'illustre de manière vraiment décisive. On le voit notamment, là j'ai en tête une lourde frappe de l'extérieur où il sort une horizontale, mais vraiment hein, il était vraiment à l'axe perpendiculaire par rapport au sol hein. C'était une vraie belle horizontale où il va la chercher. Donc voilà, il a de très bons réflexes, il se détend bien, ça comble un petit peu le fait que ce soit pas un géant gardien. On sait qu'aujourd'hui beaucoup de bons gardiens sont très grands, et bien lui il compense du fait d'être pas forcément à la taille moyenne d'un gardien par des super parades et par surtout aussi voilà, un aspect très rassurant, y compris sur son jeu aérien où il parvient quand même à aller chercher des ballons sur la tête de ses adversaires, donc ça fait du bien notamment en fin de match. Gros match de la part de Tom Mabon, donc voilà, évidemment il fallait le nommer, donc voilà pour les tops. Les flops, je vais malheureusement devoir reciter son nom. C'était déjà le cas lors du match face à Séville, et c'était déjà le cas aussi, ça m'est arrivé avec les pros ces dernières semaines. Je commence à avoir de plus en plus de mal avec Streder Rapua. Alors là il était dans un rôle de piston gauche, mais même dans son rôle d'ailier, autant l'année dernière je l'ai vu faire des choses, il y avait un côté un peu insouciant que j'aimais bien en lui, autant je commence à me rendre compte que quand il n'est pas lancé,
et quand il s'agit pas d'éliminer le joueur tout en étant lancé, sur le reste des qualités footballistiques, j'ai du mal à les entrevoir du côté de Sreder Apua. Pour vous dire, Luca Gauthier qui est rentré en cours de match, je trouve qu'il dégage une beaucoup plus grosse activité et je préfère largement, en tout cas à mon sens, par rapport à Sreder Apua. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal sur lui. Personnellement, je souhaiterais, j'aimerais bien qu'il se fasse prêter dans un club, bon, le Ligue 2 c'est peut-être un peu ambitieux, ou national, mais qu'il puisse, voilà, s'installer dans un club et vraiment s'affirmer en professionnel, parce que je le trouve vraiment trop juste là. Voilà, j'avais beaucoup d'attentes sur lui cette saison par rapport au fait qu'il avait plutôt bien terminé la saison dernière parce qu'il avait joué en Ligue 1, etc. Mais finalement, c'est quand même dommage de monter en Ligue 1 pour redescendre à ce point-là, parce que pour moi je le mettrais même pas titulaire dans cette équipe de U19 quoi. Donc voilà. Donc un peu de gâchis du côté d'Apua. Évidemment, hein, je maintiens toujours ça quand il s'agit de jeunes. Là je parle plus de joueurs professionnels. Donc quand je cite des flops, c'est pas pour voilà, c'est pas non plus pour tirer sur l'ambulance et dire que lui il est pas bon. Ça reste des très jeunes joueurs et qu'ils ont tous une marge de progression qui est énorme. Donc c'est plus, voilà, à inciter à les voir progresser et espérer qu'ils parviennent à régler les différents aspects qui pénalisent un petit peu leur jeu actuellement. Et un joueur que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté, alors on l'a senti un peu en manque de rythme puisqu'il était rapidement cramé dans la rencontre, c'est Mathieu Akapandier. Alors lui c'est pareil, il a joué avec les pros lors de la préparation estivale avec Pierre Aristouille. Sur le côté droit je l'avais trouvé très moyen. Là aujourd'hui je l'ai aussi trouvé très moyen. Je trouve que de l'axe de 3, la défensif Mongo, Dugar, Akapandier, c'est censé être le plus vieux. C'était celui que j'ai trouvé un petit peu plus en difficulté. Le franco-réunionnais qui, voilà, en fait on sent qu'il est, voilà, il est plutôt véloce, plutôt athlétique, il est capable de faire quelques bonnes interventions, etc. Mais c'est celui que j'ai trouvé le plus emprunté dans l'axe défensif des trois et le moins rassurant. Or, c'était quand même plutôt le thème par rapport à notamment Mabon, Dugar et Mongo. On était vraiment rassurés quand le ballon venait dans leur zone. Autant lui, c'est plutôt de son côté que sont venues les majeures brèches dans la défense nantaise. Donc voilà. Gros match également d'Exaucé Mafumbi, j'en ai parlé. J'ai pas forcément de troisième flop à citer, globalement. Voilà, ça reste une qualification très positive, donc déjà, citer deux flops, et encore c'est un grand mot de parler de flop, deux joueurs qui étaient un petit peu moins bons que les autres, disons-le plutôt comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite analyse sur les U19 et surtout le fait qu'on va suivre cette épopée, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.